L'OMS affirme qu'à ce stade des études, le variant Omicron du Covid-19 n'est pas plus dangereux que Delta et qu'il n'y a pas de raison pour que les vaccins ne soient pas efficaces. Un ressortissant saoudien soupçonné d'être impliqué dans l'assassinat du journaliste Jamal Khashoggi en 2018 a été interpellé en France. Ukraine, Joe Biden et Vladimir Poutine ont exprimé leurs craintes. Le premier menace le second de sanctions en cas d'invasion russe quand Moscou redoute l'expansion de l'OTAN. Le référendum sur l'indépendance de la Nouvelle-Calédonie aura bien lieu dimanche. Pour les 200 000 habitants de l'archipel français, le Conseil d'État a rejeté la demande de report d'un collectif de citoyens. En France, le retour de la magie de la fête des Lumières de Lyon. 31 œuvres d'art attendent les regards émerveillés d'1 million de personnes. Voici un avant-goût spécialement pour vous. 20 000 nouveaux cas de Covid-19 et 504 décès ces dernières 24 heures en Pologne. Le gouvernement a annoncé de nouvelles restrictions pour répondre à ce nouveau rebond épidémique et la vaccination pourrait être rendue obligatoire pour certains métiers le 1er mars. En Belgique, le gouvernement entend aussi imposer la vaccination au personnel soignant en début d'année prochaine. La bonne nouvelle, c'est qu'à ce stade des études, l'OMS estime que le variant Omicron n'est pas plus dangereux que Delta. Elle rassure aussi sur l'efficacité des vaccins. Nous avons des vaccins qui se sont révélés efficaces contre tous les variants jusqu'à présent, en termes de maladies graves et d'hospitalisation, et il n'y a aucune raison de penser qu'il en sera autrement pour Omicron. Face au rebond de la pandémie en Europe, l'OMS a par ailleurs appelé à mieux protéger les enfants, actuellement la classe d'âge la plus touchée, tout en gardant la vaccination obligatoire de la population comme une option de dernier ressort absolu. Le Portugal vient de donner son feu vert à la vaccination des 5-11 ans, rejoignant ainsi l'Italie, la Grèce, l'Espagne ou encore la France, parmi les pays ayant donné leur aval à une version du vaccin Pfizer moins forte que celle destinée aux adultes. C'est certainement l'un des développements les plus importants dans l'enquête sur le meurtre de Jamal Khashoggi. Un membre présumé du commando impliqué dans le meurtre du journaliste saoudien a été arrêté à l'aéroport Charles de Gaulle de Paris alors qu'il s'apprêtait à s'envoler pour Riyad. Selon une source proche du dossier, il s'agirait d'un homme de 33 ans répondant au nom de Khalid Al-Otaibi. Il devrait maintenant être présenté au parquet avant une éventuelle extradition vers la Turquie. Il serait donc l'un des 10 Saoudiens envoyés au consulat d'Istanbul le 2 octobre 2018 pour exécuter Khashoggi et dissimuler les preuves du meurtre. Son arrestation intervient 3 jours seulement après la rencontre entre Emmanuel Macron et le prince héritier saoudien Mohammed Ben Salman. L'ambassade d'Arabie Saoudite à Paris a réagi ce mardi soir en déclarant que le Saoudien arrêté en France n'avait aucun lien avec l'affaire de l'assassinat de Jamal Khashoggi. L'Ukraine, au centre de la discussion de 2 heures entre les présidents Joe Biden et Vladimir Poutine, mais sans résultat concret. Le long de l'Ukraine, Moscou a massé des dizaines de milliers de troupes et des chars, laissant craindre une invasion prochaine. Si cela arrive, Washington promet des sanctions économiques bien plus lourdes que celles imposées à la Russie depuis 2014, notamment contre le projet du gazoduc Nord Stream 2, par lequel la Russie veut doubler ses livraisons de gaz naturel vers l'Allemagne. Le président Biden a été direct et sans détour avec le président Poutine, comme il l'est toujours. Il a réitéré le soutien de l'Amérique à la souveraineté et à l'intégrité territoriale de l'Ukraine. Il a dit directement au président Poutine que si la Russie envahit à nouveau l'Ukraine, les États-Unis et nos alliés européens répondront par des mesures économiques fortes. La réponse de la Russie, c'est ce communiqué du Kremlin qui exprime sa crainte de voir l'OTAN s'étendre en Ukraine. L'Alliance tente dangereusement de conquérir le territoire ukrainien et renforce son potentiel militaire à nos frontières russes. La Russie exige des garanties fiables et juridiquement fixées qui excluent l'expansion de l'OTAN vers l'Est. Joe Biden doit appeler jeudi le président ukrainien Volodymyr Zelensky, qui a des raisons de se sentir menacé. Une grande partie du récent renforcement militaire russe se trouve en Crimée, que la Russie a annexé en 2014 à l'Ukraine. La Nouvelle-Calédonie se prononcera bien dimanche sur son indépendance. La demande de report du référendum portée par un collectif de citoyens a été rejetée par le Conseil d'État, qui estime que le contexte sanitaire ne fait pas obstacle au bon déroulement du scrutin.
Longtemps épargnés par la pandémie, les 200 000 habitants de Nouvelle-Calédonie ont finalement dû se confiner début septembre. Les partisans de l'indépendance estiment que la campagne n'a pas pu se dérouler dans des conditions normales et vont maintenir leur boycott, ce qui arrange les loyalistes. Je considère que finalement la non-participation des indépendantistes est plutôt un signe encourageant. C'est une volonté pour eux de contourner l'obstacle, mais sans que ce soit de manière violente. Et c'est de bon augure pour la suite, pour que des discussions puissent se tenir malgré tout dans un climat apaisé. Ce sera donc le troisième et dernier référendum du processus de décolonisation de l'accord de Nouméa, organisé sur l'archipel français, situé au large de l'Australie. 2 référendums ont déjà eu lieu en 2018 et 2020. À chaque fois, le non à l'autonomie l'a emporté, mais seulement d'une courte tête l'an passé. Les pro-indépendance avaient donc espoir de renverser la vapeur. Leur boycott de la consultation est le résultat, selon eux, du mépris de Paris envers le peuple autochtone kanak. Dans ces conditions, le oui à l'indépendance devrait faire un score médiocre. Des vents violents, de fortes pluies et même de la neige ont frappé une grande partie de l'Irlande et de l'Écosse. La tempête Barra menace de perturber davantage les zones qui se remettent à peine de la tempête Arwen, qui a fait au moins 3 morts fin novembre. Environ 56 000 foyers sont privés d'électricité. Les vents soufflant jusqu'à 130 km/h se sont déplacés vers l'est tout au long de la journée de mardi. Un milliardaire japonais s'est envolé vers la station spatiale internationale. Le magnat de la mode Yusaku Maezawa et un producteur qui a l'intention de filmer sa mission rejoignent l'ISS à bord d'un vaisseau russe Soyouz accompagné d'un cosmonaute russe. Ils devraient passer 12 jours dans l'espace et ils sont les premiers touristes payants à visiter la station spatiale depuis 2009. On ne sait pas le prix du voyage. Alors que de nombreux théâtres européens restent fermés en raison de la pandémie, la célèbre Scala de Milan a ouvert hier soir sa nouvelle saison avec la première de Macbeth de Verdi devant une salle comble. Le président italien Sergio Mattarella était présent et a été chaleureusement applaudi par l'assistance. Des bijoux très rares et d'une belle valeur historique. 2 diadèmes qui auraient appartenu à l'impératrice Joséphine ont été vendus ce mardi aux enchères à Londres pour un total de 678 000 €. Pour cet expert de chez Sotheby's, ils sont l'œuvre d'un grand joaillier. Il s'agit d'une manufacture et d'une gravure de la plus haute qualité que nous pensons avoir appartenu à l'impératrice. Ils ont été réalisés par un joaillier vers 1805. Leur style est très évocateur de l'époque néoclassique. Les pièces vendues proviennent d'une collection privée britannique où elles ont été conservées pendant au moins 150 ans sans avoir été démantelées ou éparpillées, ce qui est assez exceptionnel. Joséphine, en plus d'être l'épouse de Napoléon, était une trendsetteuse avant l'heure. Elle a, selon Sotheby's, lancé avec ses bijoux et ses broches une mode qui a balayé Paris et le monde. La magie des Lumières est de retour à Lyon. Pendant 4 jours, toute la ville s'illumine. Dès la tombée de la nuit, la cathédrale Saint-Jean, les bâtiments publics, les places, les parcs et même le lac de la Tête d'Or deviennent les toiles d'œuvres d'art. L'instinct de l'enfant, on a envie de jouer avec le plan d'eau et lancer des ricochets. Après, ce qui est surtout intéressant dans le ricochet, c'est l'onde de lumière que produit en fait l'impact d'une pierre sur l'eau. Il y a un dialogue qui se fait entre la grande canopée végétale qui est derrière nous et le plan d'eau. Poétique et ludique pour sortir de l'amorosité du Covid-19, c'est le fil rouge de cette édition 2021. Les organisateurs ont souhaité que les jeunes générations participent, comme ici au Parc Blandan, l'un des 27 lieux sélectionnés pour les 31 spectacles son et lumière proposés. On a mis l'accent cette année sur la jeune création. 60% des artistes qui présentent des œuvres dans cette fête des Lumières sont de nouveaux participants. Comme Jérémy Bello, auteur du mapping de la cathédrale Saint-Jean cette année. Il devait déjà participer l'an dernier pour la première fois, mais la Fête des Lumières 2020 avait été annulée. On a profité de ces temps de réflexion, de ce questionnement aussi sur notre rapport à la société, à cette vision de la réalité, pour proposer une œuvre qui a finalement évolué ces 2 dernières années et qui est présentée ici dans sa forme la plus aboutie.
Pour en profiter, sachez que le port du masque est obligatoire partout, le pass sanitaire requis pour les espaces intérieurs et qu'aucune vente de boissons ou de nourriture n'est autorisée dans les rues dans tout le périmètre de la Fête des Lumières. Plus d'1 million de personnes sont attendues à Lyon.